Voilà. Alors donc, le cours d'aujourd'hui porte sur l'étape finale de l'expression des gènes, qui est la production de protéines. Et cette expression, elle a lieu, vous le savez maintenant, au niveau de nanomachines que sont les ribosomes. Donc on verra tout à l'heure leur, euh, leur structure et leur fonction, bien sûr. Et puis, dans le programme, il est écrit qu'on doit s'intéresser à l'expression génétique chez les eucaryotes, donc la traduction chez les eucaryotes. Mais en fait, dans les faits, le mécanisme de traduction est le même chez les eucaryotes que chez les prokaryotes, à quelques niveaux de complexité différents. C'est-à-dire que c'est plus complexe chez les eucaryotes, tout en général est plus massif, il y a plus de protéines impliquées dans les ribosomes, il y a plus d'ARN, ils sont plus lourds, on va dire. Mais globalement, le mécanisme est le même. Et comme il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées chez les bactéries, chez Escherichia coli, on va partir de ça parce que c'est plus simple à comprendre. Il y a moins de facteurs, intervenants au niveau de la traduction. Alors, vous vous souvenez, une séquence codante, la séquence codante qui correspond en fait, je le rappelle, pour la 25e fois, oups, pardon, j'ai perdu le fil là, oups, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quoi sous les yeux là? Toujours le cours? Ouais, on a le... Oui, Ouais, parce que moi j'ai plus mon. Aïe, 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 aïe. on a le Attendez, doc. j'ai plus le. Qu'est-ce qui se passe? Le partage est en pause. Aïe, aïe, aïe. Reprends le partage. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ça peut bugger par moment. Euh, tout ça, donc pour rappeler au niveau de la notation, la structure du gène avec. Voilà, on va reprendre le schéma classique. Vous vous souvenez, un ARN messager. Alors, cet ARN messager chez les eucaryotes, il porte une coiffe ici. Un poly-A au final, ici, là. Les poly-A sont reconnus par la coiffe. Et puis, ça, c'est linéaire. Donc, vous vous souvenez, il y a des régions hyper importantes qui sont le codon START, un ou deux ou trois, enfin, un codon stop parmi les trois possibles. OK. Et puis des régions qu'on appelle ici le 5' UTR et ici le 3' UTR. Et sur ce 5' UTR, bien, vous avez une séquence consensus qui s'appelle la séquence de Kozak chez les eucaryotes ou Shine d'Algarno. C'est une petite séquence consensus, donc elle est reconnue par des facteurs d'élongation, des facteurs d'initiation de la transcription qui permettent de bien positionner le ribosome, voilà, et de bien positionner le codon START au bon endroit, ici le codon START au bon endroit au niveau du ribosome. Voilà, vous avez votre ribosome, donc on verra tout à l'heure le mécanisme qui va bien se positionner grâce à cette séquence qu'on appelle donc une séquence consensus. Que ce soit chez les eucaryotes ou les prokaryotes, on appelle ça le ribosome binding site. Donc utilisez ce nom, là, ribosome binding site. Je ne mets pas dans mon cours, j'utilise Shine d'Algarno ou Kozak, mais c'est la même chose. Vous retenez RBS. Par contre, précisez ribosome binding site. Ça, c'est universel et ça marche à tous les coups. Voilà, donc vous avez votre ribosome qui est bien positionné. Et puis, ce qu'on va trouver entre le codon start et le codon stop, eh bien, c'est un nombre entier de triplés. Vous vous souvenez, ces triplés qui sont chacun, voilà, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors, le premier, le start, dans le codon, dans le code génétique universel, c'est AUG ou ATG sur l'ADN qui code pour la méthionine. C'est le start. Il est là. Le codon start. Alors, il n'est pas que start. Il code aussi pour la méthionine. Donc, toutes les protéines, quand elles sont produites, elles commencent tout de suite par une méthionine, que cette méthionine soit conservée après maturation ou pas. Et puis, vous avez un certain nombre de codons, des triplés, tac, 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 voilà, jusqu'au codon stop,
qui est un de ces trois-là, UGA, UAA ou UAG. Voilà nos trois codons stop. Et puis vous avez au total, eh bien, un nombre de 64 codons au total. 64 codons, ce doit être 3 à la puissance ou 2 à la puissance 2 ou 3, ou je ne sais plus, non, c'est pas ça. Je me suis trompé, ça doit être, enfin je sais pas, il faut voir dans mon cours le nombre de combinaisons à 3 lettres qu'on peut faire. Eh bien, ça représente 64 codons. Ça, c'est important. 64 codons. Il n'y a que 20 acides aminés. Voilà, 20 acides aminés protéinogènes. 20 acides aminés protéinogènes. Donc, ça nous fait, en fait, il y a trop de codons par rapport au nombre d'acides aminés. Voilà, c'est. Ah oui, comme on a. Oui, voilà, je sais, 64, c'est 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3, c'est-à-dire, comme il y a 4 lettres, A, T, G, et que vous avez 3 lettres par codon, ça nous fait un ensemble de donc, 64 codons possibles, 20 acides aminés. Il y a beaucoup plus de codons que d'acides aminés. On dit que le code génétique, vous vous souvenez du mot? On dit qu'il est Redondant, non? Généré. dégénéré. Pas dégénéré. Ouais, dégénéré ou redondant. Redondant Ah, également. c'est pareil. Ouais, redondant. Pareil. Je préfère redondant d'ailleurs, hein. Mais ce qu'on utilise souvent, c'est cette notion de dégénéré, qui ne veut rien dire, hein. Franchement, dégénéré. Je pense que c'est un anglicisme qui a été un peu déformé, degenerated, mais en fait, c'est redondant, c'est très bien, hein. Voilà. Voilà, alors vous l'avez sous les yeux ici, le code génétique. Il faut absolument savoir lire ce code génétique. Grosso modo, c'est de la logique très simple, hein. Vous voyez ici la première, attendez, la première lettre. Alors, si vous voulez connaître les codons qui codent pour la leucine, par exemple, eh bien, la leucine, elle est ici, elle est là, et puis vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 codons qui commencent tous par, alors voilà comment on les identifie. Le premier, c'est le U, puis le U, et le troisième, le A. U, U, A. Je suis ici, UUA, ça code pour la leucine. Vous voyez, en général, petite parenthèse, quand vous avez une étude de document, on vous donne un codon, par exemple, CCC. Enfin, on vous donne un certain nombre de codons. On peut vous donner par exemple un start et un stop. Et puis, on va vous demander de donner le peptide qui correspond, ou oui, enfin, les quelques. Oui, le petit peptide, hein, une fraction de protéines qui correspondent à ces quelques codons. Donc, il faut être capable de les reconnaître. Évidemment, il faut être capable de reconnaître, de savoir où est le cadre ouvert de lecture. Je vais y revenir, ce cadre ouvert de lecture. Et puis, reconnaître, savoir lire rapidement un tableau de code génétique. C'est toujours à peu près la même chose. Et celui que vous avez sous les yeux ici, c'est vraiment le plus connu et le plus simple d'utilisation. D'accord? Donc, pour y arriver, il faut quand même savoir que chaque lettre ici, de chaque petit mot de 3 lettres, ça correspond à un acide aminé, qui en a 20, que vous en avez 3 qui correspondent à des stops, un qui correspond à la méthionine et au start, et puis que vous faites première colonne, ligne du haut, dernière colonne. OK? C'est pas difficile. OK? Juste une chose pour revenir, l'Open Reading Frame ou l'ORF ou le cadre de lecture ouvert, eh bien, ça correspond à un ensemble de nucléotides qui vont d'un AUG, enfin pardon, un ensemble de codons qui part d'un AUG et qui se termine par un codon stop. Alors, question simple, qu'est-ce qui fait, alors est-ce que tout ORF est une séquence codante? Question simple, et puis répondez-moi. Alors la réponse est non, et pourquoi? Est-ce qu'il y a des introns? Alors oui, alors ça c'est très juste, c'est très très juste, sauf que là on s'intéresse à l'ARN mature. Là, l'ARN messager que vous avez sous les yeux, là c'est un ARN mature. Là l'épissage a déjà été fait. Bah, ça donne pas forcément. En fait, regardez, imaginez que ici j'ai un autre AUG ici. Lui, il va coder pour une méthionine au milieu, d'accord? Et cet AUG,
il ne correspond pas à un codon start. Le codon start, c'est celui qui est bien positionné par rapport au C'était ça la RBS. question. Oui, c'était ça la question. Hein. L'AUG, c'est celui qui est bien positionné par rapport au RBS, c'est-à-dire celui qui est ici. D'accord? Et les autres, eh bien, ce sont des AUG tout bêtes, j'ai envie de dire, qui codent pour de la méthionine. Il y a de la méthionine à l'intérieur, et heureusement qu'il y en a. D'accord? Hein, pour, voilà, dans les séquences d'acides aminés. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, vous vous souvenez, mais ça c'est autre chose. Les ORF, quand on analyse de l'ADN, pour être sûr que une séquence correspond bien à un ORF, il faut que vous soyez en phase entre un AUG, ici, et puis le stop. C'est-à-dire que si vous avez un AUG ici, mais que entre cet AUG-là et le dernier, vous n'avez pas un nombre entier de codons, eh bien, ce n'est pas le bon ORF. Ce qui va déterminer, c'est le stop, ici. Vous comptez un nombre de codons entiers et les AUG qui peuvent éventuellement être des codons start. Et le seul codon start qui sera, ce sera celui qui sera bien positionné par rapport au RBS. Voilà pour les… Monsieur, oui, qu'est-ce que vous entendez par ORF? ORF, Oui, par les ORF, là. Enfin, Open. nous, on l'utilisait aussi, mais j'ai l'impression que vous l'utilisez pas de la même manière que ce que moi, Alors, je l'utilisais. pour moi, Open Reading Frame ou cadre de lecture ouvert, ça correspond à un ensemble de triplés de nucléotides en phase entre alors ça peut être valable au niveau de l'ADN, hein, entre un ATG, voilà, ATG, imaginez ATG, puis après j'ai 1, 2, 3, un nucléotide. Ah zut, pourquoi il fait ça? Je vais prendre un autre symbole. Tac, 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 3 nucléotides. Puis encore 3 nucléotides. Puis 3, ainsi de suite. Tac, 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 tac. Jusqu'à encore 3 nucléotides. 3 nucléotides. Et après, là, j'ai par exemple TAA. Donc là, vous reconnaissez un stop. D'accord? Eh bien, ça, c'est un cadre de lecture ouvert. OK? Ok. Alors, sur de l'ADN, mais là, il faudrait que j'ai un autre. Je parte d'un exemple. Vous pouvez avoir un léger décalage. Là, si j'ai trouvé ce cadre de lecture ouvert sur le brin sens d'ADN, Et alors, voilà, j'ai mon brin forcément, sens. complémentaire. Voilà. Vous pouvez en avoir d'autres sur le brin complémentaire. Ça, c'est une chose. Et puis, sur un brin, vous avez 3 cadres de lecture possibles. Vous avez le cadre de lecture qui commence par le A, mais vous en avez un qui commence par le T et un qui commence par le G. Puis ensuite, on retombe sur le cadre 1. D'accord? Puisqu'on lit en trinôme. Donc, soit je lis commençant par le A, T, G, blablabla, 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 TA. Donc là, j'ai un cadre de lecture ouvert. Si je commence par TG, imaginez que j'ai un A ici, TG, A, blablabla, blablabla, blablabla. Là, j'arriverai ici, par exemple, sur A, A, T. Et là, ce ne sera pas un stop. Donc, ce n'est pas un cadre de lecture ouvert. D'accord? Ok. Voilà. En toute rigueur, cadre de lecture ouvert, c'est un nombre entier de triplés qui, compris et comprenant un ATG initial et un codon stop, ok, et un triplet stop. Donc vous avez 3 cadres de lecture possibles sur un brin d'ADN. Dans ce cadre de lecture possible, vous pouvez avoir des ORF, et parmi ces ORF, il peut y en avoir un, par exemple, qui soit un ORF codant. Tous ne sont pas codants. C'est la présence d'une séquence RBS devant l'ATG qui en fait un codant. Ok? Voilà pour le schéma. Donc après cette introduction un petit peu longue, on va avancer, mais en même temps c'est long, mais c'est pas grave. L'idée c'est que ce soit clair dans votre esprit. Parce que si c'est pas clair à ce niveau-là, après c'est plus compliqué. Est-ce que ça semble clair pour tout le monde? Oui. Ouais, vous vous souvenez, pour les ORF, si vous voulez, je peux peut-être vous donner un exercice que je fais comme ETS. Ça va peut-être ça va peut-être vous aider à comprendre. Alors, justement, on peut continuer là avec, par la suite,
voilà, du gène à la protéine vu d'ensemble, mais ça on l'avait déjà vu la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus. On va s'intéresser plutôt à la machinerie moléculaire, machinerie cellulaire, qu'on appelle donc les ribosomes. Les ribosomes qui sont des… Moi j'aime bien la notion de nanomachine, hein, puisqu'on est de l'ordre du nanomètre. C'est vraiment des machines, ça consomme de l'énergie, ça produit de la matière à partir de matières premières. On a bien affaire à une machine. C'est la définition d'une machine. C'est une biomachine, c'est une nanomachine, vous l'appelez comme vous voulez, mais moi, ce terme-là me convient tout à fait. C'est un terme qui est très utilisé par les anglo-saxons et que je trouve vraiment adéquat. Alors, vous avez ici une représentation schématique d'un ribosome prokaryote. Alors, chez les eucaryotes, le ribosome ressemble vraiment à ça. Vous vous souvenez, la grosse sous-unité, la petite sous-unité, large subunit, small subunit. Et puis, à l'intérieur, 3 sites EPA qu'il s'agira de détailler tout à l'heure. Alors, si on s'intéresse juste à la composition des ribosomes, les ribosomes eucaryotes sont composés d'un grand nombre de protéines et de quelques ARN. Alors voilà, pour la sous-unité 40S, qu'on appelle la petite, eh bien vous avez 33 protéines et un seul ARN ribosomique qui est l'ARN 18S, qui fait 1900 nucléotides. Alors, juste pour rappeler cette petite unité, vous vous souvenez ce que c'est que le S, ça symbolise quoi? Non. C'est l'unité de… Vous voyez pas du tout? C'est une unité de densité, en fait, qui est une unité qui est liée à la vitesse de centrifugation. Un Svedberg, ça correspond à une certaine vitesse de centrifugation à laquelle, de force centrifuge à laquelle la particule en question va précipiter. Alors, en fait, c'est une unité historique qui ne représente pas une quantité de masse, qui ne représente pas une masse molaire, qui ne représente pas une taille, d'accord? C'est une unité de sédimentation, ok, qui a été développée par les découvreurs, donc Monsieur Svedberg. Alors, cette personne a donc décrit ça, et puis on ne retient de lui que le S des sous-unités ribosomiques. Voilà, en fait, c'est une unité qui correspond à peu près à la taille d'une particule. Ok, ça a été découvert lorsqu'on a travaillé avec des ultracentrifugeuses, donc des machines qui tournent à une très 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 haute vitesse, juste à la sortie de la guerre 39-45, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, le Zberg, c'est une unité de… C'est pas sédimentation? Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Ah oui. Sédimentation. Ça m'est pas revenu sédimentation. Au début, j'ai dit centrifugation, puis après sédimentation. De sédimentation, et en fait, c'est lié à l'ultracentrifugation. Voilà, terme hein, exact, unité de sédimentation, qui correspond en fait à une vitesse. Monsieur? Oui. Eh ben, vas-y. Il y a Claire qui a été déconnectée. Demande si vous pouvez la réaccepter. Ouais, bah, bien sûr. Welcome Claire. Voilà. Ouais, ça déconne un peu des fois Zoom. Mais bon, c'est le seul moyen. Attendez, j'y arrive pas. C'est le seul moyen que Zoom a trouvé pour ne pas être embêté. Vous avez vu qu'il y a eu, avec la classe virtuelle du CNED, vous avez des intrusions intempestives de petits rigolos. Alors ah là voilà, elle est repartie, Claire. Attendez, je mets une pause sur l'enregistrement. Voilà. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir des protéines, un grand nombre, ce n'est pas la peine de retenir plusieurs dizaines, ça suffit. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est, voilà, il y a, la petite sous-unité ne contient qu'un seul ARN ribosomique qui fait 18S. Et puis, il y en a 3 dans la grande sous-unité, avec plusieurs dizaines de protéines. Alors, ces protéines, c'est particulier, ces protéines, elles sont là pour consolider la structure du ribosome, de la sous-unité, mais la fonction enzymatique, les fonctions enzymatiques de ces ribosomes sont assurées par les ARN. Alors, c'est les ARN ribosomiques. Alors ça, c'est assez exceptionnel.
c'est un espèce de souvenir, en tout cas d'une conservation évolutive de la fonction de ces ARN, puisqu'on parle de ribosyme, c'est-à-dire d'ARN à fonction enzymatique. Chez les ribosymes, donc ce sont dans les ribosomes, les activités catalytiques sont portées par les ARNR. Alors, en fait, il se trouve que, et ça c'est important, notamment sur un sujet sur le contrôle de l'expression des gènes, à tous les niveaux de l'expression des gènes, vous avez toujours des ARN qui interviennent. N'oubliez pas qu'il y a 4 milliards d'années, la vie, ça se limitait à des ARN, quelques lipides, des sucres, et que l'essentiel des activités catalytiques était porté par les ARN qui étaient capables de se transformer eux-mêmes. Voilà. Et bien là, on en a pas qu'un souvenir, mais une application encore existante aujourd'hui, à 3 milliards d'années après. Ce sont toujours les ARN qui contrôlent la synthèse, l'expression des gènes et la synthèse des protéines. Donc on peut, voilà, et ça c'est en relation aussi avec les virus, voilà, par exemple. Et puis on se rend compte maintenant que tout ce qui contrôle, même la division cellulaire, ça implique des petits ARN régulateurs. On en trouve partout, ces petits ARN régulateurs. Voilà. Alors on va continuer là, ça peut être utilisé dans une conclusion, par exemple, le poids de ces ARN dans la régulation de l'expression génétique. C'est hyper important. Alors, on va reprendre la suite. Vous avez ici plusieurs représentations de la petite sous-unité, la grosse sous-unité. Alors, elle fait 40 S, 40 Svedberg, l'autre fait 60. Et puis, la somme des deux ne fait pas 100, mais elle fait 80 S. Alors, c'est un peu compliqué, les Svedberg. Ouais, c'est comme ça, voilà, parce que c'est une unité de sédimentation. Alors, vous avez ici… oui. C'est quoi ça, les… Enfin, oui, j'ai vu ça quand j'ai révisé. En gros, ça veut dire quoi le chiffre genre 40 ou 60? C'est ça que j'ai pas compris. Parce que au tout début d'année, on en a parlé aussi. Là, j'ai révisé ça et j'avais du mal à comprendre la différence. Pourquoi ça s'additionnait pas? Ouais, alors c'est pas évident. Je vais vous rappeler ça rapidement. Quand vous séparez les différentes fractions d'une cellule, vous avez une cellule là, ok, avec son noyau. Vous l'explosez en petits fragments, ok. Mais sauf que parmi ces fragments, vous avez des ribosomes, ok. Alors, il se trouve que pour séparer les différentes fractions d'une cellule, eh bien, vous allez utiliser une centrifugeuse. Une centrifugeuse, c'est tout simple, c'est de toupies, ok, dans laquelle vous accrochez des tubes et qui va tourner très très vite. Il tourne très très vite. Alors quand vous tournez extrêmement vite, à plusieurs centaines de milliers de G, on parle d'ultra-centrifugeuse, eh bien vous faites précipiter dans le culot des tubes, évidemment, vous imaginez une force centrifuge extrêmement puissante, mais il faut des forces centrifuges extrêmement puissantes pour les petites particules. Eh bien, Svedberg a mis au point une échelle qui permet de donner pas la taille, mais de donner une indication de la taille et de la densité de ces particules. Enfin, c'est un compromis des deux qui se mesure en vitesse de sédimentation. Donc, la vitesse de sédimentation, c'est la vitesse en milliers de G, en 100 000 G par exemple, en ultracentrifugation, à laquelle va précipiter, on va retrouver dans le culot du tube les particules. Alors la petite sous-unité, comme elle est plus petite, elle est de densité identique à l'autre, mais comme elle est plus petite, elle va sédimenter à 40 S. La grosse sous-unité va sédimenter à 60 S, mais une fois que vous avez associé les deux, eh bien, ces deux particules, qu'on appelle donc le ribosome, ne va pas centrifuger à une vitesse égale à la somme des deux vitesses, mais à une vitesse intermédiaire, en fait, qu'on appelle qui est 80 S. D'accord? Donc, c'est juste retenez juste que c'est un nom qui a été défini à partir de la sédimentation, de la vitesse de sédimentation de ces particules. Hein, c'est une unité qui permet de classer les particules. Donc, il y a ça ne s'applique aujourd'hui que pour les ribosomes. En fait. Oui? Et par exemple, lors de la traduction,
ils sont forcément par exemple sous 80S ou c'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait, à quel moment ils sont 23S, 5S, 50S, enfin parce que dans la non, non, fiche, non, non, ouais, j'ai compris. ouais. Parce qu'en fait, les ARN, on a Mm. aussi défini une Oui, unité de taille pour ces ARN. Il n'y a pas que les ribosomes, il y a aussi les ARN voilà, 18S, l'ARN 5S, l'ARN 5,8 et l'ARN 28. Ils ne changent pas. Ils sont toujours. Vous avez un ARN 18S, un 5S, un 5,8 et un 28S. Vous avez 4 ARN à l'intérieur du ribosome eucaryote. Voilà. Et il n'y ok. a que pour les ribosomes qu'on utilise ces unités-là. Vous voyez, en fait, on pourrait très bien, mais à l'époque, on ne savait pas leur taille, ok. On ne savait pas ni leur taille ni leur masse. C'était très difficile de les définir autrement, ces sous-unités, ces ARN. Maintenant, on sait exactement leur taille, on sait exactement leur masse. Donc, vous voyez, par exemple, la taille, ça représente environ 30 nanomètres, un ribosome eucaryote. 30 nanomètres, tout simplement. Voilà. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, on préférait dire 80S. Voilà. Alors ici, vous avez la forme. Vous pouvez dessiner des ribosomes de manière patatoïdale. Aucun souci. Mais vous voyez qu'il y a un petit tunnel à l'intérieur de la grosse sous-unité. Et puis un site de fixation des ARN de transfert. Alors voilà, juste pour vous représenter ici, chez les eucaryotes, vous avez une structure très, très voisine enfin, chez les prokaryotes, ça ressemble beaucoup aux eucaryotes, c'est un peu plus petit. Donc vous avez une sous-unité 30S, une grosse 50S, le ribosome faisant 70S. Voilà. Vous avez moins de protéines, 21 protéines, 32 protéines, ce qui explique aussi que la taille est sans doute plus petite. Voilà. Mais fait assez remarquable, eh bien, vous regardez ici, par exemple, le plus gros des ARN ribosomiques, qui est l'ARN 16S. Non, pardon, ce n'est pas le plus gros, c'est celui qui constitue la petite sous-unité. Donc 16S chez les prokaryotes, 18S chez les eucaryotes. Donc voilà, ça représente cette cette particule d'ARN, cette molécule d'ARN. Eh bien, voilà. Voilà comment on peut la représenter. Vous voyez que ces deux-là, elles se ressemblent. Même si leurs séquences sont voisines, sont éloignées, eh bien, globalement, elles se ressemblent. Alors, ce qu'on a représenté ici, c'est tous les endroits où vous aviez des complémentarités de séquences, et puis tous les endroits où il n'y avait pas de complémentarité, où ça forme des boucles. Mais bon, ça peut être facilement compréhensible. Vous vous souvenez, ce sont des molécules qui ont 3 milliards d'années d'évolution, grosso modo, hein, pour faire simple. Les séquences ont pu changer, mais les fonctions sont restées les mêmes. Vous voyez qu'il y a peu de différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. Et pour faire une région complémentaire, par exemple, on peut très bien imaginer euh, une suite de A qui est complémentaire à des U, ou une suite de T de UA qui est complémentaire à une suite de AU. Dans les deux cas, ce sera complémentaire et ça permettra de retrouver ces formes-là, hein, que vous avez ici, des boucles et des tiges. Alors, petite parenthèse, eh bien, on utilise les séquences de ces ARN, notamment les ARN 16S et 18S, pour identifier les espèces. D'accord? Donc, quand on fait de la classification en biologie moléculaire, de la paléogénétique, eh bien, on utilise ces molécules-là, leurs séquences, pour définir les espèces. Donc, on va isoler l'ARN 16S et puis on va le séquencer en partie. Et à partir de là, on est sûr et certain de savoir si on a affaire à telle espèce ou telle autre. Et puis, on peut aussi même savoir si on est dans la mitochondrie d'une espèce ou dans le chloroplaste d'une espèce, puisque les mitochondries et les chloroplastes présentent aussi des ribosomes qui sont de nature évidemment prokaryote. D'accord? Ça, c'est pour la petite histoire. Hein. C'est à partir de ces ARN 16S et 18S qu'on est capable, en général, d'identifier toutes les espèces connues, évidemment. Et si on ne connaît pas l'espèce, d'en faire une parenté. Voilà. Donc, tout ça, c'est disponible sur Internet, sur les banques de données de biologie moléculaire. Alors, je vais continuer un peu, puis après, je vais arrêter cette première partie de la présentation pour ne pas faire des vidéos trop longues. Alors voilà, vous avez ici des ribosomes à la queue leu en file indienne qui constituent un polyribosome qui se fixe sur un ARN et qui le lise du codon start, enfin du 5' vers 3'. Vous voyez ici, extrémité 5', extrémité 3'. Ça forme des structures caractéristiques, non pas en
colliers de perles. Enfin, on pourrait, quand on voilà, des colliers de perles un peu particuliers, puisque vous avez ici, vous reconnaissez là l'ARN, voilà, et puis des ribosomes qui sont en train de lire cet ARN et qui produisent des protéines. Alors, d'après vous, où est le 5', où est le 3' sur cette figure? Vous voyez pas? Le synchrone, il est déjà. De quoi? Dans quel sens, c'est-à-dire? Ah, Ouais, bah, c'est où est-ce que la là, protéine, elle est la plus longue. ouais, Ou là c'est où le la plus long, protéine, c'est le plus proche du 3'. exactement. Hein. Et donc, moi, j'ai envie de dire que les protéines, elles sont plus longues ici à droite qu'à gauche. Alors, c'est pas, vous voyez ici, elle a une petite protéine là, et là, on a une beaucoup plus longue. On ne la voit pas bien. Ici, on a une beaucoup plus longue. Ok. Donc, a priori, ici, on a l'extrémité 5' de l'ARN et ici, le 3', avec des chaînes polypeptidiques en cours de construction. Voilà. Alors, on va continuer la présentation. Ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce que cette lecture et surtout la construction de la protéine se fait. Eh bien, elle nécessite d'autres ARN qui sont des ARN majeurs qu'on appelle les ARN de transfert. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut appeler ces structures des ARN de transfert? Eh bien, tout simplement parce que ce sont eux qui font le lien. Hein, vous voyez ici, vous avez le cycle complet de la traduction. Ces petites molécules-là qu'on voit ici, là, eh bien, ce sont des ARN particuliers, ARN de transfert, qui sont un peu à des cuisses de poulet, là, si on veut bien, ou des ailes de poulet. Puis au bout, vous avez un acide aminé. Voilà, des acides aminés. Alors, ces ARN sont complémentaires, sur une partie, sont complémentaires du codon. Voilà, vous les voyez ici, c'est associé au codon. Et puis peuvent se loger à l'intérieur du ribosome. Alors, vous voyez ici un ribosome par transparence, avec son petit tunnel, ici, et puis les sites de liaison des ARN. Un ARN qui porte un acide aminé, ici, et puis un ARN qui porte la chaîne polypeptidique en cours de construction. Voilà, qui va petit à petit sortir du ribosome. Alors voilà, ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en microscopie électronique, une chaîne polypeptidique qui est produite, qui sort d'un ribosome, qui sort de sa grosse sous-unité. Et au cœur de tout ça, eh bien, vous avez les ARN ribosomiques. Les ARN de transfert. Les ARN de transfert, ce sont des molécules, ce sont les seules molécules qui arrivent à faire le couplage entre un codage en nucléotides, A, U, G, G, U, U, nanana, ainsi de suite, un codage en acides aminés, méthionine, leucine, isoleucine et ainsi de suite. Vous voyez, l'ARN de transfert, c'est vraiment la molécule qui est capable de faire le lien entre un monde, entre guillemets, nucléique et un monde protéique. Voilà, donc c'est pour ça que leur rôle est essentiel dans la traduction. Alors, on va revenir dessus. À quoi ressemblent ces ARN de transfert avant de voir leur façon. Voilà. Ils ressemblent à ça. Concrètement, il s'agit d'un acide nucléique, une seule molécule. Enfin, il n'y en a pas qu'une seule, hein, il y en a une vingtaine. Non, justement, il n'y en a pas 20, il y en a moins que ça. Il y en a plus que ça, il y en a une quarantaine. Il y a une quarantaine d'ARN, il y a une quarantaine d'ARNT différents dans la cellule. J'espère ne pas dire de bêtises parce que je ne me souviens pas exactement. Mais c'est écrit en détail dans mon cours. Étant donné que certains ARN de transfert peuvent reconnaître plusieurs liés. Bref, un même acide aminé peut être lié par plusieurs ARN de transfert. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez ici sous les yeux un ARN de transfert exprimé, enfin dessiné suivant sa séquence. Donc vous voyez ici le 5' phosphate, le 5' phosphate, puis on descend, alors là ça se lit comme un ARN normal, et on descend jusqu'au 3'. Donc du 5' vers le 3'. Tous les ARN de transfert se terminent par un CCA et une extrémité 3'OH.
à cette extrémité, eh bien, va être fixé, on le verra comment, un acide aminé. Cet acide aminé, eh bien, correspondra au codon qui est ici, ou plutôt à l'anticodon. L'anticodon, c'est la séquence qui va se lier au codon. Alors, vous avez un codon ici. Imaginez, alors, si l'ARN de transfert est exprimé comme ça, de 5' vers 3', eh bien l'ARN messager va être comme ça. OK? Donc, si mon 5' de l'ARN messager est là, eh bien ici, j'ai par exemple, j'ai un AUG. En face, l'AUG, je vais me retrouver avec un CAT, non, CAU, pardon, CAU, parce que c'est un ARN. Et ce CAU va correspondre à un acide aminé qui sera la méthionine. Donc voilà, si j'ai la méthionine ici, pardon, voilà, si j'ai la méthionine ici, portée par mon ARN de transfert, eh bien j'aurai comme anticodon CAU. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez compris comment j'ai porté la chose, hein? Alors, vous avez juste, en fait, vous pouvez reporter ça de manière très très simple, hein. Voilà, comme ça. Ici, j'ai la méthionine. Ici, j'ai l'anticodon, CAU, qui va reconnaître AUG sur le ribosome. OK. Eh bien, vous avez donc une quarantaine d'ARN de transfert différents qui sont capables de reconnaître, de porter les acides aminés, les 20 acides aminés, et surtout de reconnaître les 64 codons possibles, hein. On verra en ce qui concerne les codons stop, c'est pas vraiment des ARN de transfert, c'est des facteurs d'arrêt, je ne sais plus comment on appelle ça, facteurs d'arrêt, on verra tout à l'heure, de la traduction qui comporte aussi des ARN. Alors, ça, c'est la représentation classique des ARN. Alors, remarquez qu'elle présente des bases azotées particulières, dont, par exemple, des thymines. Voilà, donc c'est pour ça que cette boucle-là, on l'appelle la boucle T, puisqu'elle possède des thymines, alors que normalement les ARN ne possèdent que des uraciles. On y trouve aussi des hydroxyuraciles, de l'hydroxyxanthine, il me semble. Enfin, bref, différentes bases azotées. On va y trouver aussi une boucle D et la boucle de l'anticodon. Alors en fait, on avait l'habitude de représenter ces ARN de transfert avec 3 boucles, donc un peu en feuille de trèfle, avec une boucle variable. Mais en fait, dans la réalité, la structure de l'ARN de transfert le fait ressembler plutôt à ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous vous souvenez, une aile de poulet. C'est moins beau qu'une feuille de trèfle, mais dans la réalité, ça ressemble plutôt quand même à une aile de poulet, avec ici l'acide aminé. Vous voyez ici l'acide aminé qui est à l'opposé de l'anticodon. Voilà. Et là, vous avez l'ARN messager avec sa coiffe qui se trouve ici. Alors, vous avez donc un certain nombre d'ARN de transfert, vous avez 20 acides aminés et 64 codons. En fait, il se trouve que l'appariement des acides, des ARN de transfert avec les anticodons se fait avec une certaine liberté, un certain degré de liberté. C'est ce qu'on appelle le Wobble pairing ou l'appariement bancal de la troisième base du codon. Vous vous souvenez, enfin, je ne l'ai pas surligné ça, mais regardez bien, quand on regarde les codons et les acides aminés qui leur ont associés, eh bien, ça ne se fait pas au hasard. Regardez bien, la phénylalanine, par exemple, c'est UUUUC. Donc, pour la phénylalanine, vous n'avez que 2 codons. Pour d'autres, par exemple pour le tryptophane, qui est où le tryptophane? THR, il est où le tryptophane déjà? Tréonine, ah bah zut Il est en haut alors. à droite. Et là, ouais, UGG. ouais, bah, il n'y a que UGG. Donc, ce n'est pas un bon exemple. On va prendre plutôt l'exemple de la leucine. La leucine aussi, ils commencent tous par U ou par CU. En tout cas, quelques acides aminés
ne sont codés que par un codon, la méthionine, le tryptophane. D'autres sont codés par plus de codons. Par exemple, la proline, elle est codée par 4 codons qui commencent tous par CC. CCU, CCC, CCA, CCG. C'est un bon exemple, la proline. Vous voyez qu'il y a un certain degré de liberté pour le dernier des acides aminés. Donc, partant de là, l'évolution a conservé un seul ARNT, il me semble, ou peut-être deux. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, vous avez un certain degré de liberté pour pouvoir, pour qu'un acide, un ARN de transfert puisse reconnaître plusieurs codons. C'est ce qui est représenté ici, donc, dans le sujet que je vous ai donné, là, dans l'illustration que je vous ai donnée. Vous voyez, dans le premier exemple, un anticodon correspond à un codon. Il n'y a pas de degré de liberté. Voilà. Ça peut représenter, par exemple, l'exemple de la méthionine. Pour d'autres, comme la proline, par exemple, eh bien, vous avez l'anticodon qui va être X, Y, I. I étant une base azotée modifiée qui va pouvoir s'associer aussi bien à l'adénine, à l'uracile et à la cytosine. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous voyez que un même ARN de transfert pourra s'associer à trois codons. Donc c'est pour ça que vous avez un nombre d'ARN de transfert qui n'est pas de 20, qui n'est pas de 64, enfin qui n'est pas de 64. En toute rigueur, il faudrait 64 ARN de transfert. Eh bien non, vous en avez un peu moins, vous en avez une quarantaine parce que certains sont capables de reconnaître plusieurs codons. Voilà, c'est une économie de moyens pour la cellule parce que fabriquer des ARN de transfert, eh bien là aussi, c'est de l'énergie. Okay, et ce n'est pas d'un intérêt. Donc l'évolution a conservé qu'un certain nombre d'ARN de transfert. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur les ARN de transfert. Ce sont des acides nucléiques, ce sont des ARN simple brin avec une forme tridimensionnelle particulière avec 3 boucles qui comprennent des acides nucléiques, des bases azotées atypiques, d'accord, dont l'hydroxyproline, non pardon, pas l'hydroxyproline, la xanthine, l'hydroxythymidine, il me semble, enfin, des acides aminés que je ne connais pas bien, mais en tout cas des bases azotées atypiques, retenez ça, ça permet de retenir leur nom, et qui permettent un certain degré de liberté dans l'association. Alors, comment sont formés ces ARN de transfert? Ils sont formés par une protéine, une enzyme particulière qu'on appelle l'aminoacyle ARNT synthétase. Vous l'avez ici, l'aminoacyle ARNT synthétase. C'est une enzyme aux propriétés remarquables puisqu'elle est capable de reconnaître dans son site actif, dans son site de liaison, pardon, un acide aminé, et puis les ARN de transfert qui lui correspondent. D'accord? Donc vous avez plusieurs aminoacides ARNT synthétase dans la cellule qui reconnaissent les ARNT par leur boucle, vous voyez là, par la boucle notamment la boucle variable, et puis qui sont capables d'associer un acide aminé, vous voyez la taille là, l'acide aminé qui va être associé à l'extrémité 3' de l'ARNT. Voilà, un ARNT ici, reconnu par une aminoacyle ARNT qui va lier un acide aminé au bon ARNT. Alors, il est extrêmement important que cette enzyme ne fasse aucune erreur. Hein. Parce que si elle fait une erreur, eh bien ensuite, c'est toute la suite des opérations qui va être ratée. Hein. Puisque un mauvais acide aminé associé à un mauvais codon, eh bien, ça peut entraîner des effets graves pour la protéine qui peut être détruite. Alors, vous voyez ici la schématisation de tout ça.
l'adénine en 3' qui porte l'aminoacide correspondant à l'anticodon. Voilà, ça c'est extrêmement important. L'aminoacide, l'anticodon correspondant. Et puis entre les deux, bien, vous avez une liaison entre un acide aminé et une base, une liaison de nature hydroxyamide. Voilà. Ce n'est pas encore, c'est pas une liaison peptidique, hein, attention. D'ailleurs, entre un acide et un, c'est une liaison carboxylique, pardon, liaison carboxylique. Alors, on va juste avancer un peu le cours pour le mécanisme. Là, ici, on a donc présenté les différents éléments indispensables à la traduction. Je vous représente ici les facteurs d'initiation qui vont commander, qui vont donner, qui vont contrôler l'initiation de la transcription. Chez les bactéries, vous n'en avez que 3. Chez les eucaryotes, vous en avez bien plus, mais retenez juste qu'on les appelle, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au moins 9. Retenez qu'il y en a une dizaine qui correspondent, qui s'appellent IF pour Initiation Factor, avec un petit E devant pour eucaryote. Eucaryote Initiation Factor. Et vous avez les eucaryotes Elongation Factor et les eucaryotes Termination Factor pour la fin de la traduction. Parce qu'en fait, le processus est le même, le processus est le suivant. Vous avez tout d'abord une initiation. Au niveau du RBS va se fixer d'abord la petite sous-unité, puis la grande sous-unité. Ensuite, vous allez avoir l'élongation avec une progression du ribosome de codon en codon, puis une terminaison quand le ribosome va tomber sur un codon stop, avec élimination des différentes structures, c'est-à-dire l'ARNM, l'ARNR, pardon, les ARNR, l'ARN messager, les 2 ARNR terminaux et le facteur de terminaison, et puis la petite et la grosse sous-unité. Donc le ribosome étant libéré, il peut à nouveau se coller à un RBS et commencer une nouvelle initiation, une nouvelle traduction. Alors juste ici, je vous montre, mais c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir de ce schéma-là, c'est que lors de l'initiation, eh bien, vous avez la coiffe. Ici, vous reconnaissez la coiffe d'un ARN messager. Ici, vous reconnaissez le AUG. Donc, si vous arrivez à bien vous positionner, au niveau de la coiffe, vous avez le début de la 5' UTR. Le 5' UTR porte une région RBS. La petite sous-unité va se positionner sur la RBS en faisant en sorte que l'AUG soit bien positionné dans la petite sous-unité. Vous reconnaissez aussi ici des facteurs qui vont reconnaître la queue poly-A et la coiffe. Donc là, ce que vous voyez ici, là, la queue poly-A qui est en relation avec la coiffe, grâce à des facteurs d'initiation, c'est ce qu'on appelle du contrôle qualité. Seuls, vous vous souvenez ce que je vous avez dit, hein, seuls les ARN messagers complets vont pouvoir être traduits. Donc, premier contrôle, eh bien, on voit si un ARN messager porte bien une coiffe et une queue poly-A. Si c'est le cas, on peut commencer l'initiation. Alors, vous avez après tout un tas de facteurs, et je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas important, mais retenez juste que ces facteurs vont réussir à positionner correctement la petite sous-unité, d'abord, puis la grosse sous-unité au niveau du codon start. Alors ici, vous avez la petite sous-unité liée à la grosse sous-unité, donc on a bien un ribosome 80S, ok, avec l'ARN T correspondant à la méthionine, c'est ce qu'on appelle aussi l'ARN T initiateur, ok, il est là, d'accord, qui est bien positionné sur l'AUG. Une fois que ça c'est fait, eh bien, le reste de la machinerie fonctionne assez simplement.
vous avez tout un tas de facteurs qui vont intégrer, enfin, simplement, justement, ce schéma-là, ne le retenez pas, c'est trop complexe, ok? C'est juste pour vous montrer que vous avez un grand nombre de facteurs qui interviennent pour permettre l'élongation, la progression du processus, qu'on appelle l'élongation. La seule chose peut-être qu'il faut retenir de ça, c'est que ça consomme du GTP. Ça consomme du GTP à plusieurs niveaux, d'accord? D'abord l'initiation, puis à l'élongation et enfin à la terminaison. Ce que vous pouvez peut-être retenir de ça, c'est que, en gros, l'initiation, ça nécessite, ça coûte un équivalent ATP, donc un GTP, un équivalent ATP. La initiation, et non pas je sais pas quoi là, machin. L'élongation, ça coûte 4 ATP, 4 GTP, pardon, 4 GTP par acide aminé. Donc c'est énorme. OK? Et puis la terminaison, ça coûte 1 GTP. Vous voyez, quand je vous disais que ça coûtait très cher à produire des protéines, eh bien, retenez ça. Hein. C'est complexe, ça bouffe du GTP et qu'il faut 4 GTP par acide aminé associé, plus 1 pour l'initiation, au moins 1 pour l'initiation et 1 pour la terminaison. Voilà. Alors après, vous l'avez ici, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est ce schéma-là, celui que vous avez sous les yeux, là. Il est bien plus important que les deux précédents, puisqu'il il résume l'intégralité du processus. Tout d'abord, l'activation que je viens de vous présenter, puis l'activation des acides aminés avec la RNT synthétase, puis l'initiation, donc c'est, je regarde, voilà, l'initiation, elle est là, dans mon schéma. L'initiation, c'est ça, d'accord? Vous voyez ici, c'est ce schéma-là. Fixation d'un ARNT correspondant à la méthionine sur le codon AUG, puis donc la grosse sous-unité qui va se coller dessus au niveau du site P. Et puis après, vous allez avoir l'élongation. Alors, cette élongation, alors j'ai fait en sorte de mettre pour chaque étape les différents acteurs de chaque étape. Je vais maintenant vous expliquer comment ça fonctionne. Eh bien, on commence à lire ici. Vous avez un acide aminé qui porte la méthionine sur le site P. P pour peptidique. P pour peptidique. Le site peptidique. Et puis vous avez le site A pour aminoacide. D'accord? Acide aminé. Donc au niveau du site A se fixe un ARNT qui porte l'acide aminé qu'il faut coller à la chaîne polypeptidique. OK? Donc vous avez une fixation sur le site P, une deuxième fixation sur le site A, puis vous avez donc la liaison peptidique qui a lieu. Donc voilà, fixation sur les sites. La liaison peptidique se forme naturellement en utilisant l'énergie potentielle. La liaison peptidique a lieu naturellement. Il n'y a pas besoin d'énergie directement pour produire la liaison entre les deux acides aminés. En fait, le fait de rapprocher l'acide aminé arrivant et la chaîne en cours de fabrication dans le site ribosomique fait que naturellement, la liaison peptidique va avoir lieu. C'est une catalyse enzymatique portée par un ARN ribosomique. Ça n'a pas besoin, cette réaction est exergonique, mais il a fallu activer les ARN avant. Donc d'accord, les acides aminés ont été activés sur les ARN grâce au travail de l'ARNT synthétase. L'ARNT synthétase a consommé de l'ATP pour fixer un acide aminé sur l'ARNT. Et quand les ARNT qui portent les acides aminés sont rapprochés les uns des autres, eh bien,
la liaison peptidique a lieu. Donc, cette étape-là, eh bien, elle se fait, c'est une réaction exergonique. On a déjà rencontré des réactions exergoniques, mais après activation par activation de l'acide aminé par l'ARNT, l'aminoacyle ARNT synthétase. Voilà. Donc le processus du coup se fait assez vite. Il me semble de l'ordre d'une vingtaine d'acides aminés par seconde. Et puis, vous allez avoir ensuite une translocation, le terme ici est important, la translocation du ribosome qui va se décaler d'un site. L'acide aminé qui se trouvait sur le site P, qui ne porte plus la chaîne, eh bien, va être éliminé. C'est ce qu'on voit ici. Hop, il est éjecté, celui-là. Et puis l'acide aminé qui était sur le site A va se décaler sur le site P. Donc, c'est ce à quoi correspond la translocation. Ça se fait par modification de conformation du ribosome et ça nécessite de l'énergie. D'accord? Ça nécessite de l'énergie. Puis après, eh bien, vous allez avoir le site A qui se trouve libre. Le site A se trouvant libre, eh bien, vous pouvez y caser un nouveau aminoacyle, un ARNT portant un acide aminé, donc un aminoacyle ARNT. Vous voyez comment ça se passe? Ça se passe étape par étape avec un décalage du site. Le site P qui au départ porte la méthionine initiale. Donc c'est un acide aminé particulier, enfin un ARNT particulier qu'on appelle un ARNT d'initiation qui porte la méthionine. Les autres sont un peu différents. Et puis, au niveau du site A, l'ARNT numéro 2 qui porte l'acide aminé numéro 2, liaison peptidique. La chaîne en cours de construction passe de l'ARNT du site P à celui qui est porté sur le site A. L'ARNT ne portant plus rien sur le site P est éjecté. Et puis, on va se retrouver avec une translocation. D'accord? Le site P étant libéré, l'acide aminé étant, l'ARNR du site A va passer sur le site P, et ainsi de suite. Donc vous avez un processus comme ça de proche en proche qui fait que l'intégralité de la séquence codante va être lue. Pour en final arriver à la terminaison. La terminaison, c'est assez simple. On rencontre au niveau du site A un codon stop. Sur ce codon stop, eh bien, il va se fixer un release factor, d'accord, un facteur de terminaison qui va se fixer sur son codon et qui va donner l'ordre, si on peut s'exprimer ainsi, au ribosome de quitter le site. D'accord? Ça contient aussi, ce facteur de relargage contient aussi des ARN. Donc voilà pour le processus. C'est ce schéma-là qu'il faut être capable, enfin cette feuille-là qu'il faut être capable de comprendre. Et je ne pense pas qu'on attendrait ça sur un sujet de synthèse, ça me semble trop compliqué, mais par contre, il faut être capable de savoir dessiner un ribosome avec ces trois sites EPA, et puis savoir que ça consomme de l'énergie, que vous allez avoir une progression de proche en proche, comme ça, d'un codon par codon, 3 par 3. Chaque codon correspondant finalement à un site du ribosome et aussi à un anticodon au niveau de l'ARNR. Voilà. Est-ce que ça va pour cette explication? Je vais juste terminer en vous disant qu'il y a une technologie qui est basée sur les ARN, j'en avais déjà parlé, c'est les ARN antisens, c'est une technologie qui permet de neutraliser l'expression d'un gène en neutralisant les ARN. Alors vous avez l'explication ici dans ce document B13. Un ARN de synthèse qu'on injecte à une cellule d'une manière ou d'une autre, ou qu'on fait exprimer par une cellule, va se lier à son complémentaire, va être reconnu par un complexe enzymatique qui s'appelle le complexe risque, qui va dégrader l'ARN messager complémentaire de l'ARN antisens. Voilà, donc cette technologie antisens, elle permet de neutraliser des ARN. Elle est utilisée pour certains types de thérapies
anticancéreuses pour neutraliser des ARN qui pourraient être impliqués dans la multiplication cellulaire. Bon, voilà pour cette première partie. Je vais arrêter là mon cours pour reprendre ensuite la maturation des protéines avec vous. Mais là, ça fait déjà une leçon assez longue qui doit durer pas loin d'1 heure. Je trouve que ça fait beaucoup. Allez, on reprend tout de suite.